Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, la tournée récente en Afrique de l'Est du président français Emmanuel Macron a ainsi effectué une visite le 11 mars dernier à Djibouti avant de se rendre en Éthiopie au Kenya. Un voyage officiel qui a duré 4 jours et c'est le premier d'un chef d'État français dans la région depuis 1966. Qu'est-ce qui explique le déplacement de Maroc vers cette partie du continent francophone? Quels sont les principaux enjeux de cette visite? Pour en parler sur ce plateau avec moi, Alpha Wali Diallo, vous êtes spécialiste en relations internationales. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Abdoulaye, tout le plaisir est pour moi et on va le faire ensemble. Le plaisir est partagé avec nous également sur ce plateau. Jean-Charles Biagui, docteur Jean-Charles Biagui, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, également spécialiste de l'art des relations internationales. Merci d'être avec nous, Jean-Charles. Merci de me recevoir. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet d'actualité évoqué, tantôt, nous allons d'abord revenir sur les temps forts de cette tournée d'Emmanuel Macron. C'est avec Myriam Khamlichi. Regardez. Kenya, troisième étape de la tournée est-africaine du président français. Après s'être rendu à Djibouti et en Éthiopie, Emmanuel Macron fut accueilli en grande pompe à la résidence présidentielle kenyane. Et ce, 56 ans après la dernière visite d'un chef d'État français à Nairobi. L'objectif de ce périple est-africain est de consolider les relations économiques avec ce carrefour stratégique de l'économie africaine. Je souhaite que la France travaille étroitement avec le Kenya. C'est pour cela que nous allons signer conjointement une série de contrats sur les infrastructures, la croissance bleue, car je souhaite que la France contribue à votre stratégie contre les défaillances de réseau. Parmi les investisseurs, le groupe français Transdev a conclu un protocole d'accord pour la rénovation et le prolongement d'une ligne ferroviaire entre la gare de Nairobi et l'aéroport international Jomo Kenyatta. Un système ferroviaire urbain fonctionnant correctement et un système de transport rapide par bus dans nos villes, et particulièrement ici à Nairobi, contribueront à transformer la vie de millions de citadins et à faire de Nairobi un lieu meilleur pour nos touristes et visiteurs. C'est un total de 3 milliards d'euros de contrats qu'entreprennent la République kenyane et française. La Chine, quant à elle, multiplie aussi les financements de divers projets en Afrique. En s'exprimant sur les investissements chinois, le président français estime qu'il ne devrait pas affaiblir la souveraineté des partenaires africains et que les Européens devraient avoir une approche coordonnée face à la deuxième puissance économique mondiale. Le récit de Myriam Khamlichi. Alors, Alpha Wali Diallo, Emmanuel Macron à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya. Qu'est-ce qui explique selon vous le déplacement d'un président français dans ces 3 pays anglophones, notamment de la Corne de l'Afrique? Bon, merci. D'abord, 2 pays anglophones et un francophone, Djibouti. Donc, pour comprendre un tout petit peu les enjeux, il faut se placer dans le contexte géopolitique mondial. Et aussi, il faut avoir en tête le repositionnement français dans l'espace africain. Parce que jusqu'à présent, la France, on vient de le voir, s'est toujours concentrée sur l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et ces dernières années, nous avons vu que les conflits les plus ardus se déroulent dans le précaré français en Afrique centrale. Je peux prendre l'exemple de la Centrafrique. Et en Afrique de l'Ouest, le Mali est à côté, la Côte d'Ivoire, on ne sait pas est-ce que la phase de paix là, va se poursuivre. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Et au niveau de la diplomatie française, ça a débuté depuis 2000, sous Sarkozy. Il y a eu un redéploiement de la stratégie française en Afrique avec un relâchement un tout petit peu, on peut dire militaire français en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et la France a commencé à déplacer son champ d'intérêt vers
ces pays qui étaient considérés comme des pays sous influence anglo-saxonne. Et aujourd'hui, vous voulez parler des pays de l'Afrique de l'Est notamment? Des pays de l'Afrique de l'Est. Si vous voyez le Kenya, l'Éthiopie, toute cette partie, le Rwanda, c'était la chasse gardée des pays anglo-saxons, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Et aujourd'hui, si on parle de Djibouti, vous voyez, Djibouti occupe une place stratégique de première importance parce que ça se trouve en face du golfe d'Aden. Et c'est à travers le golfe d'Aden que transite la plupart du pétrole et du gaz qui viennent du Moyen. On reviendra sur le rôle stratégique que Djibouti peut jouer dans la recomposition. C'est-à-dire, je n'entre pas, mais je te donne un snapshot de... Donc, Djibouti, c'est ça. Et les relations entre la France et Djibouti s'étaient dégradées. Donc, quand Macron y est allé, le président a dit « on ne vous attend pas pour se développer ». Ça veut dire qu'on a d'autres partenariats. L'Éthiopie, c'est un renouveau qui se passe en Éthiopie. Pour qui connaît l'histoire de Haïlé Sélassié jusqu'à Mengistu Haïlé-Mariam, jusqu'à Meles Zenawi, l'actuel Premier ministre, et Omoro, donc avec tout le poids que ça représente, et la présidente est devenue une femme. Donc, en Éthiopie, il y a un renouveau démocratique qui est en train, et une ouverture. La France a négocié avec l'Éthiopie la formation de la marine éthiopienne. Mais l'Éthiopie n'a pas de façade maritime. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation stratégique qui est en train d'être nouée entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Pour le Kenya, c'est la vitrine orientale de l'Afrique. Quand tu as pied au Kenya, tu peux te déployer sur toute cette partie et surtout vers le bas et avoir un contrôle sur d'autres pays tels que la RDC. Alors, Jean-Charles Biagui, globalement, les enjeux stratégiques de cette visite d'Emmanuel Macron dans ces trois pays, parce que c'est vrai, à Djibouti, la dernière visite d'un chef d'État français remonte en 1900, je ne pense pas 66, mais il y a Nicolas Sarkozy qui avait effectué une visite. Voilà. Aujourd'hui, quels sont les enjeux principaux de cette visite d'Emmanuel Macron dans ces trois pays? Il y a manifestement une volonté de dépasser le précaré, d'aller au-delà du précaré français. Le précaré français, ça a été rappelé, c'est surtout l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Aujourd'hui, il y a cette volonté manifeste de conquérir d'autres marchés dans un contexte marqué par une perte de vitesse de la France en Afrique. Simplement rappeler qu'en moins de 10 ans, la France a perdu est passé, pour les exportations françaises, la portion des exportations françaises en Afrique est passée de 11% à 5,5%, dans un contexte où la Chine est en montée de puissance. Donc il y a manifestement cette volonté stratégique de dépasser le précaré, parce que vous savez que le précaré n'offre pas les mêmes potentialités économiques. L'Afrique australe est constituée de pays qui avancent, qui connaissent ne serait-ce que l'Éthiopie. Si vous prenez l'Éthiopie, des taux de croissance très importants, 8% l'année dernière, peut-être plus dans quelques années. Donc il y a manifestement cette volonté-là en face de la Chine de servir de contrepoids dans un contexte, encore une fois, marqué par une perte de vitesse, non seulement au niveau du bastion français dans l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, mais aussi avec la montée en puissance non seulement de la Chine, mais aussi de la Turquie et d'autres puissances, notamment autour de Djibouti et même au-delà de Djibouti avec l'Éthiopie et le Kenya. Mais il n'y a pas que la France et il n'y a pas que la Chine, j'allais dire, il y a également la présence, une forte présence américaine à Djibouti. Est-ce que d'une part, Alpha Wali Diallo, ce n'est pas une manière de contrecarrer Jean-Charles l'a rappelé, non seulement la présence chinoise, mais l'influence grandissante des Américains dans cette partie du continent? Bon, contrer l'influence, non. Ah oui? C'est les mainstream médias occidentaux
se braquent sur la Chine. Ils disent que c'est pour contrer la menace chinoise qui est, en fait, qu'on peut comprendre dans un certain sens. Mais comme l'a dit M. Biagui, la menace ne vient pas que de la Chine. L'Inde, dans cette partie de l'Afrique, l'Inde est présente depuis des décennies. En fait, depuis oui. En fait, oui, on a géostratégique, on ne sent pas trop la présence indienne. Ah si. Ils font pas trop de bruit. Les Indiens sont présents sur cette corne de l'Afrique jusqu'en Afrique du Sud. Et ce sont des liens qui datent de longtemps. C'est comme la présence chinoise dans cette partie. C'est nous qui n'avons pas eu l'habitude de côtoyer les Chinois. Mais en Afrique de l'Est, les pays de la ligne de front, qui les soutenaient. Pourquoi il y a eu ce soutien inconditionnel de la Chine au régime zimbabwéen? Parce que ça date des guerres de l'indépendance. Aujourd'hui, la Chine est devenue la deuxième puissance mondiale et cherche à étendre ses zones d'influence. Parce que la Chine se dit maintenant, avec sa nouvelle politique, sa nouvelle vision One Road, One Belt, où l'Afrique joue un rôle, sa façade orientale joue un rôle important, la Chine a besoin de montrer ses muscles dans un monde de compétition où, si tu ne te montres pas, tu te fais écraser. C'est clair. Jean-Charles, alors, la question que j'ai envie de vous poser à entendre parler Alpha Wali Diallo, le rôle finalement que Djibouti, du point de vue géostratégique, le rôle que ce pays peut jouer dans la conquête ou l'ouverture de la politique africaine déployée par Macron. Oui, le rôle ou la place de Djibouti est lié à sa position géographique. C'est à côté de si vous voulez, ça a été rappelé tout à l'heure, hein, la position, le golfe d'Aden, surtout c'est très proche des voies maritimes les plus importantes, les plus fréquentées du monde. Le canal de Suez n'est pas, c'est la porte ouverte au canal de Suez. Donc de ce point de vue-là, Djibouti a toujours occupé une position stratégique. C'est la raison pour laquelle il y a 7 pays au moins qui ont une base militaire donc à Djibouti. Donc c'est ce qui fait que Djibouti occupe une place géostratégique de premier plan. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre cet intérêt, non seulement des Français, parce que l'intérêt des Français est historique, mais l'intérêt de puissances nouvelles comme la Chine et d'autres puissances comme l'Inde, ça a été rappelé tout à l'heure, et c'est vrai, l'Inde a beaucoup contesté la présence chinoise en 2017 lorsque les Chinois ont érigé une base navale à Djibouti. Les Indiens ont beaucoup protesté et c'est pour des considérations géostratégiques parce que les Indiens pensent que les Chinois aussi visent pas forcément l'Afrique, mais des pays qui sont très proches de l'Inde, hein, notamment le Myanmar, notamment enfin, tous ces pays-là qui sont très proches, hein, si vous regardez bien la géographie. Donc la position géostratégique de Djibouti est liée à sa géographie principalement, parce que Djibouti n'a pas des ressources importantes, c'est pas l'Éthiopie, c'est pas le Kenya, donc c'est surtout d'un point de vue géostratégique. Donc il ne faut pas confondre les intérêts dans ces 3 pays. Les intérêts sont plus ou moins différents. À Djibouti, il s'agit principalement d'intérêts géostratégiques, alors que au Kenya et en Éthiopie, c'est des intérêts économiques et des intérêts politiques. Alors, vous, Alpha Wali Diallo, qu'est-ce que finalement ces 3 pays-là, en termes de partenariat ou de coopération, pour tirer de cette visite de 4 jours d'Emmanuel Macron? Voilà, c'est là où, parce que si on part toujours du principe que la politique africaine de la France a toujours été orientée vers ses anciennes colonies, où ce sont des contrats léoniens qui dominaient. Jusqu'à présent, on s'en c'est le pourquoi du ressentiment anti-français. Et il se tourne aujourd'hui vers l'Afrique australe, vers un monde anglo-saxon qui n'a pas les mêmes réflexes que le monde francophone. Donc, en termes d'offres, la France est dans l'obligation de leur offrir un partenariat win-win. Sinon, Uhuru Kenyatta a dit, oui, on a beau être amis, mais it's business. Oui, mais un partenariat win-win, est-ce que les conditions préalables pour qu'un partenariat win-win soit dessiné, est-ce que ces conditions sont posées? Ces conditions sont réunies, parce que, tu sais, cet afro-pessimisme
l'Éthiopie et le Kenya sont cités au forum de Davos, le World Economic Forum. Ce sont des pays piliers de la bonne gouvernance économique en Afrique. Et ce sont des pays où, quand tu y vas, on parle en termes de marché. Nous sommes dans le stade de création de marché. Eux, ils ont déjà ce marché-là. La COMESA, il est fonctionnel. Ouais. Donc la France, aujourd'hui, va leur proposer un partenariat win-win. Là où c'est avantageux pour nous, les autres Africains, la France ne peut pas se permettre en Afrique de faire deux poids, deux mesures. Je vais avoir un partenariat win-win avec les anglo-saxons et rester avec mes anciennes colonies dans le style des contrats léoniens. À terme, ce que Macron veut faire, qui n'est pas encore, c'est un peu offrir une nouvelle politique africaine de la France qui sera beaucoup plus basée sur un partenariat win-win, y compris avec les anciens colonies. Alors, Jean-Charles, les retombées finalement de cette visite d'Emmanuel Macron, notamment à Djibouti, en Éthiopie et au Kenya. Oui, il y a des contrats qui ont été signés, hein, en Éthiopie surtout et au Kenya, mais c'est ce qu'il faut noter. C'est que je disais tout à l'heure que la France est en perte de vitesse. Je ne crois pas que les Français puissent concurrencer les Chinois surtout dans cette partie du monde. C'est vrai qu'il y a une volonté de diversifier leur partenariat, il y a une volonté d'aller au-delà de l'espace francophone, mais je pense qu'ils ont vraiment du retard et que leur part de marché sera vraiment minime dans cette partie de l'Afrique. N'oublions pas aussi une autre chose, c'est que pour le Kenya, la visite de Macron, la coopération avec la France est de bonne guerre, surtout que cette année, le Kenya envisage de candidater pour un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité. Donc ça aussi, il faut le considérer. Mais d'un point de vue économique, je ne suis pas sûr que la France réussira à avoir des parts de marché considérables. Pourquoi? Parce que non seulement la Chine l'a devancé, mais les rapports qu'il y a en Afrique centrale avec la France, je veux dire, ne sont pas les mêmes en Afrique centrale et en Afrique... foncièrement, c'est la différence. Oui, vous savez, c'est le lien avec le pacte colonial qui joue beaucoup. C'est surtout ces relations, c'est cette question de la France-Afrique, cette prolongation de liens de type coloniaux et avec, si vous voulez, un enchevêtrement ou un... Il y a un impact réel sur la dynamique ou cette nouvelle dynamique de développement. C'est grâce à la France-Afrique que la France a toujours des parts de marché importants en Afrique francophone et en Afrique centrale. Cette relation-là, elle est différente en Afrique de l'Est. Et encore une fois, en Afrique de l'Est, c'est là où il y a un potentiel important. Et je ne suis pas sûr que les Français puissent, en face de concurrents comme la Turquie, comme l'Inde, comme la Chine, puissent renverser la tendance. Ce qui est possible de faire, et c'est peut-être ce que recherche Macron, c'est peut-être des pistes qui permettraient éventuellement à des entreprises françaises d'avoir des parts de marché à côté des parts de marché, chinois. Surtout dans un contexte français marqué par une crise. Il y a une crise politique en France, il n'y a pas un autre nom, c'est une crise politique marquée avec la montée des gilets jaunes. Donc il y a aussi cette volonté peut-être pas de contrecarrer tout ça, mais en tout cas d'essayer de souffler un peu par rapport à ce qui se passe en France et par rapport aussi à une économie française qui est en perte de vitesse, encore une fois, je le disais tout à l'heure. Mais d'un point de vue global, je ne pense pas que la France pourra inverser la tendance économique dans cette partie de l'Afrique. Elle ne pourra pas non plus le faire en Afrique australe. Il y a deux pôles où la France pourra avoir peut-être d'ici les prochaines années un impact et même c'est en train, il faut relativiser parce que les choses changent vite, mais en tout cas, pour le moment, en tout cas, c'est là où les Français ont un impact économique important, c'est en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Alors, dans cette région, la France n'y arrivera pas à inverser la tendance économique, pour reprendre Dr Jean-Charles Biagui, et pourtant Macron est accompagné avec une importante délégation, avec des chefs d'entreprise connus un peu partout sur le continent. Vous pensez que ça ne peut pas contribuer à inverser un peu la tendance ou à contrecarrer l'influence ou la présence chinoise? Pas inverser la tendance, pas contrecarrer, gagner des parts de marché. Oui, en d'autres termes, ça veut dire que c'est freiné, on peut contrecarrer. Non. Aujourd'hui, la France est en train d'apporter une réponse parce que les Américains, les Chinois sont venus se servir dans le précaré français. Oui, la crise de la Côte d'Ivoire, c'était un truc de positionnement entre les multinationales
américaines qui voulaient le pain du gâteau et les multinationales françaises qui disaient que ça, c'est notre zone d'influence. Ça a changé l'approche à l'Afrique. Aujourd'hui, la France se dit, oui, quitte à changer la tendance, je peux positionner mes multinationales parce que dans un marché, c'est la concurrence qui donne un tout petit peu les parts de marché. Et quoi qu'on dise, les Français ont une certaine expertise sur le plan économique, sur le plan de la gestion de l'eau, sur le plan... Oui, et c'est ce que Macron essaie de vendre. Et puis, c'est une façon aussi de chercher des débouchés pour apaiser les tensions sociopolitiques qui existent en France. Parce que... Comment apaiser les tensions sociopolitiques qui existent en France à partir de l'Afrique? Ah, mais l'Afrique, si l'Afrique sortait de la politique économique, financière et trucs de la France, là, on deviendrait mieux que la France. En fait, c'est l'Afrique qui nourrit la France. Comment ça? Je vous donne au Sénégal. Si vous prenez notre tissu socio-économique, 85% des grandes entreprises sont des entreprises qui sont de nationalité française. Je vous donne, regardez le cercle des investissements européens au Sénégal. C'est à cause de ce ressentiment-là. Ils nous ont traités depuis l'indépendance. J'ai parlé tantôt de contrat léonien. C'est transversal. Dans un partenariat avec la France, on ne gagne même pas 60%. C'est-à-dire que cette tendance est en train de changer parce que en Afrique, il y a une prise de conscience. La population est devenue jeune. Les gens sont très bien formés et ils savent que ça ne peut plus continuer. La France, aujourd'hui, a des problèmes dans la zone franc. Il est question de voir du retrait de la France. Mais aussi, il faut voir la part de ces pays dans le PIB français. La France veut se débarrasser, entre guillemets, du franc CFA, laisser ça, la gestion aux Africains, mais en même temps, je dis attention, il ne faudrait pas que ce retrait de la zone CFA signifie une perte de marché. Donc l'équation que Macron est en train de chercher, de trouver, c'est comment limiter l'impact économique d'un possible retrait de la France par rapport au franc CFA, et il faudra aller chercher des zones où on pourra avoir des gains de marché. Ce sera l'Afrique de l'Est. Et ça obéit à une stratégie américaine. Quand les Américains ont commencé à se désengager du Moyen-Orient, ils se sont repositionnés en Afrique de l'Ouest avec la construction de la future base maritime à Sao Tomé, Principe, qui, en fait, aura pour objectif d'assurer l'approvisionnement énergétique des États-Unis, dont 25% maintenant viennent de l'Afrique de l'Ouest. Alors, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Jean-Charles Biagui, très certainement une dernière question avec Djibouti, qui suscite bien des convoitises. Cette visite qui intervient dans un contexte de création d'une zone de libre-échange continentale en Afrique, ne serait-ce que pour harmoniser les différentes économies, pour faire face aux produits qui nous viennent de l'extérieur. Vous pensez qu'il n'y a pas paradoxe avec cette visite qui n'est pas la première d'ailleurs en Afrique, c'est en Afrique de l'Est bien sûr, mais qui n'est pas la première sur le continent. Comment comprendre tout cela? Vous savez, il y a beaucoup de contradictions en Afrique, il y a beaucoup de paradoxes, et vous avez bien fait de le dire. Ce n'est pas le seul paradoxe. Les pays africains sont en général guidés par deux logiques. Il y a la logique individuelle des États. Les États pensent qu'il y a des logiques qui doivent leur être propres, et il y a les logiques continentales, les logiques régionales ou sous-régionales. Et souvent, il y a contradiction entre les deux. Vous avez raison de le dire. La zone de libre-échange, elle est plus ou moins théorique, et elle le restera très longtemps si les États africains ne renoncent
renoncent pas à leur souveraineté et si les États africains ne prennent pas conscience du fait qu'à l'ère de la globalisation, il faut de grands marchés. L'Afrique constitue déjà un grand marché, mais sur le plan des agrégats macroéconomiques, sur le plan de la structuration politique, il y a beaucoup de choses que les États africains doivent faire, non seulement individuellement, mais collectivement. Djibouti a pris l'option depuis très longtemps. C'est un pays qui n'est pas doté de très peu de ressources, mais encore une fois, ça c'est très relatif. En économie, c'est très relatif. Les ressources, ce sont les hommes qui les créent, donc ça ne veut absolument rien dire. Même si vous avez un sous-sol où il n'y a absolument rien du tout, vous avez des hommes, donc il y a toujours possibilité de créer des richesses. Mais l'option prise par Djibouti depuis 1977, c'est de monnayer un peu sa position stratégique. Donc c'est ainsi que la plupart de ces pays-là le comprennent et effectivement, Djibouti gagne énormément en location de son territoire à toutes ces 7 puissances. Donc vous avez les Italiens, vous avez les Allemands, vous avez les Français, les Américains, les Chinois et peut-être demain vous aurez d'autres puissances, pourquoi pas. Mais je veux dire, c'est l'option prise par Djibouti. En face d'une situation, c'est vrai, où le pays n'a pas beaucoup de ressources, mais encore une fois, ça c'est relatif. L'option qui a été prise depuis 1977, donc depuis l'indépendance, c'est de monnayer sa position géostratégique. Et je pense que c'est une erreur de le faire. Et effectivement, vous avez raison, c'est une contradiction par rapport un peu à l'agenda de beaucoup de pays africains. La tendance, excusez-moi, dans certains pays africains aujourd'hui, en tout cas, d'un point de vue continental, c'est la tendance. C'est une tendance à l'émancipation, c'est une tendance à des logiques propres aux Africains. Donc, dans ce contexte-là, vouloir favoriser une certaine recolonisation de l'Afrique qui ne dit pas son nom. Et c'est vrai qu'on parle de Djibouti, on aurait pu parler du Ghana. Le Ghana a accepté d'ouvrir son territoire aux Américains. Demain, peut-être d'autres pays africains vont le faire pour des raisons financières, mais c'est vrai que c'est un peu contradictoire par rapport aux ambitions économiques de l'Afrique, à la volonté d'unité, à la volonté aussi de couper les ponts avec une certaine colonisation. Merci Jean-Charles Biagui, c'est la fin donc de cette émission Talk Afrique qui avait le plaisir de recevoir Alpha Wali Diallo, spécialiste en relations internationales, avec nous également Dr Jean-Charles Biagui, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, expert en relations internationales. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. L'information se poursuit sur notre antenne Médion TV Afrique.